Bonsoir, notre rendez-vous du lundi soir en direct, audition publique avec LCP, Assemblée nationale publique Sénat et le Figaro Live. Merci d'être fidèles toutes les semaines. Nous sommes en direct donc pour une heure de débat, de confrontation, pour faire le point aussi sur tous les enjeux du moment. Alors évidemment, les retraites, les municipales, l'agriculture, bien sûr, puisque notre invité ce soir est le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Au cours de cette émission, vous allez voir se succéder sur ce plateau mes consoeurs des chaînes parlementaires, puis deux parlementaires qui viendront débattre avec vous, un sénateur et un député, et puis Yves Tréhard du Figaro qui viendra conclure toute cette session d'une heure, sans oublier évidemment les questions qui interviendront au cours de l'émission via le Figaro Live et que je relayerai ici en direct. Une première question, les inondations dans le sud-est de la France qui ont déjà fait 6 morts. L'impact sur l'agriculture est important ? Je vais vous répondre, mais permettez-moi quand même, en ce jour de deuil national, d'avoir une pensée pour les 13 soldats pour lesquels nous avons une cérémonie très émouvante cet après-midi aux Invalides, présidée par le président de la République. Le sang versé de ces militaires-là pour la France est quelque chose de fort. Et je pense que nous devions avoir une pensée pour eux en démarrant cette émission. Et puis évidemment, drame, pour les 6 de nos concitoyens qui ont péri, les 3 sauveteurs, et puis la personne qui était berger, celle qui était éleveur de chevaux en essayant de sauver ses chevaux, et la dame qui a péri au volant de sa voiture. Ce sont des drames, et c'est la nation, c'est la communauté nationale qui est en deuil, à travers les soldats au Mali, ceux qui luttent pour notre liberté, à travers ceux qui essayent de sauver lorsqu'il y a des intempéries, et puis voilà, les personnes qui sont décédées. Quelles sont les répercussions sur l'agriculture de ces inondations dans le sud-est ? Elles seront évidemment fortes, c'est très difficile de répondre aujourd'hui très précisément, il ne peut pas y avoir d'évaluation précise, il faut attendre que l'eau baisse. Vous savez, nous sommes dans un moment où les aléas climatiques sont de plus en plus forts. La bétonisation des terres neige, agricoles, la grêle, la pluie. La bétonisation des terres agricoles est aussi mise en cause. Est-ce que vous retenez cette explication ? On en parle depuis longtemps. Il est possible que l'artificialisation des terres, que le fait qu'on construise plus de routes, plus de lotissements, plus de goudron sur le sol, puisse y contribuer. Il est certain que nous sommes allés beaucoup trop loin ces 20 dernières années. Aujourd'hui, je pense que les maires ont cette responsabilité de freiner cette urbanisation à tout rompre. Et les maires, aujourd'hui, jouent un rôle essentiel pour lutter contre l'artificialisation. Mais évidemment, ces lotissements qui sont partis à perte de vue, qui sont rentrés dans les champs, après ça pose d'autres problèmes de cohabitation. Aujourd'hui, c'est fini tout cela, oui. Ce sera un enjeu pour les municipales, certainement. On va accueillir maintenant Tam Tranui de Public Sénat et Brigitte Boucher de la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Bonjour Brigitte. Bonjour Francis. Et c'est Tam qui commence ce soir pour parler des retraites, évidemment. Et oui, car vous étiez, comme l'ensemble du gouvernement, au séminaire gouvernemental hier après-midi sur les retraites. Est-ce que vous avez été reboosté pour affronter les grandes manifestations du 5 décembre ? Non, mais il ne s'agissait pas d'être reboosté pour affronter les manifestations. Il s'agissait de partager ensemble la situation, ce qui allait se passer à partir du 5, le 5, et puis surtout, comment se dire qu'il fallait avancer. Que vous a dit le Premier ministre ? Mais le Premier ministre nous a dit de partager ce moment sur la réforme universelle. Vous savez, le président de la République, Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle, avait dit « je réformerai le régime de retraite pour en faire un régime de retraite universel, qui soit équitable. » Aujourd'hui, notre régime de retraite, il est trop complexe. Il est injuste et il est fragile économiquement. Et donc, il faut que ce régime universel fasse que chaque point donne la même chose pour tout le monde. C'est ce que nous allons faire. C'est pas du tout un régime. On entend beaucoup de choses. Il va y avoir une manifestation qui risque d'être très suivie. Mais enfin, dans cette réforme des retraites, il n'y a aucune stigmatisation. Il n'y a pas du tout la volonté de faire une transition brutale, qui serait une erreur, mais il n'y a pas non plus la volonté de faire ce qu'on appelle la clause du grand-père, qui reporterait ça à 40 ou 50 ans. Quand on regarde les chiffres et quand on regarde ce sondage IFOP qui est paru dans le JDD dimanche, 76% des Français approuvent la réforme des retraites que vous avez proposée. En revanche, 64% des Français ne vous font pas confiance pour mener cette réforme. Est-ce que vous avez déjà perdu la bataille de l'opinion ? Mais pas du tout, parce que moi, ce qui m'importe, c'est le premier chiffre. C'est que 76% des Français pensent qu'il faut réformer ce régime de retraite. Oui, mais pas cette réforme. Mais attendez. Pas avec vous. Non, mais, ça qui dit oui, mais pas avec vous. Ça veut dire qu'il faudra attendre encore longtemps, peut-être encore 7 ou 8 ans. Donc, il vaut mieux la faire maintenant. Ça, il n'y aura plus de retraite. Que nous disent les jeunes aujourd'hui ? Mais on ne sait même pas si on aura une retraite un jour. Personne ne croit plus à cette retraite. Elle est trop inéquitable. Et donc, ce que nous voulons faire, vraiment, vous dites pas cette réforme-là.
Mais je suis désolé de vous dire, pas cette réforme-là. Elle n'a pas été présentée, cette réforme-là, comme vous le dites. La négociation est encore en cours. Le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye va discuter encore avec les syndicats jusqu'au 7 ou 8 décembre. Ça fait 18 mois qu'il discute quand même, Jean-Paul Delevoye. Ça s'appelle une concertation, ça, Brigitte Boucher. Et le Premier ministre, vers le 9, 10, 11, 12 décembre, peu importe, la semaine d'après, va annoncer les arbitrages. Quels sont ces arbitrages? Ils sont très simples. Trouvez-vous normal, vous, mesdames, qu'une femme aujourd'hui, il est un écart de 42% de pension de retraite par rapport à un homme? Trouvez-vous normal que lorsqu'une femme a une carrière hachée, parce qu'elle a souhaité garder ses enfants, parce qu'elle n'a pas eu la possibilité de travailler, soit sanctionnée? Mais là, on est d'accord. Il y a beaucoup d'inquiétude pour les femmes mères de 3 enfants, notamment. C'est exactement ce que nous allons régler. Ce que les Français veulent savoir, c'est pas ça. C'est ça. C'est quelle est la valeur du point et qui va gérer le point. On voit peut-être pas les mêmes Français, mais moi, les Français, ce que je vois, me disent, ah ben si demain, lorsque j'aurai des retraites hachées, vous savez, aujourd'hui, on peut faire 2-3 métiers. Si on fait 2-3 métiers, 2-3 entreprises, on a 3 caisses de retraite. Demain, il n'y en aura plus qu'une seule. Il y a des Français que vous voyez souvent, ce sont les agriculteurs, évidemment. Oui. Justement, les agriculteurs qui ont des retraites très modestes, est-ce qu'il faut attendre cette réforme pour revaloriser la retraite des agriculteurs? Est-ce qu'il ne faut pas tout de suite avancer sur ce dossier et immédiatement revaloriser leur retraite minimale? Attendez, bien sûr, le beurre, l'argent du beurre, la crémière, le sourire, c'est pas le sujet. Nous sommes là aussi pour les comptes publics. On est sur la réforme des retraites. Attendez. Ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît, parce que c'est déjà tellement complexe. Vous dites que les Français ne nous font pas confiance parce qu'ils ne comprennent pas notre réforme que nous n'avons pas encore présentée. Nous voulons de l'équité et de la justice. Je réponds pour les agriculteurs. La réforme des retraites sera très favorable aux agriculteurs. Pourquoi elle sera favorable? Les grands gagnants? Parce qu'il n'y a pas de grands gagnants. C'est pas une retraite où il y a des gagnants et des perdants. C'est une retraite de justice et de justice sociale. Pourquoi les agriculteurs, globalement, vont y gagner? Mais ils partent de tellement bas, vous le disiez dans votre question, que forcément ils vont y gagner. Chaque année, il y a environ 30 000 agriculteurs qui prennent leur retraite. Sur les 30 000, il y en a environ 10 000 qui sont en dessus des 1 000 euros, des 85% du SMIC. Donc ceux-là ne seront pas impactés. Et les 20 000 autres seront gagnants. Donc pour les agriculteurs, il y a vraiment zéro perdant. Tout le monde va dans la même direction. Vous êtes en train de dire qu'une fois cette réforme adoptée, tous les agriculteurs gagneront minimum 1 000 euros par mois. Absolument. Alors, il y en a qui le gagnent déjà, et tout le monde le gagnera. Alors, une fois la réforme adoptée, mais vous dites qu'il y en a 20 000 qui aujourd'hui gagnent moins de 1 000 euros, des 85% du SMIC. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ce soit rétroactif pour cela? Alors, dans la réforme, ce n'est absolument pas rétroactif pour aucune catégorie de Français. Aujourd'hui, ce que je veux vraiment dire là devant vos téléspectateurs, vos auditeurs, et ce qui pourrait être écrit dans le Figaro, c'est que tous les retraités d'aujourd'hui qui touchent une retraite ne sont pas concernés par cette réforme. Leurs pensions ne seront pas impactées, ni ils ne perdront, ni ils ne gagneront. Ni de rétroactivité. Non, c'est bien normal. C'est clair et net. Pour ceux qui sont retraités, permettez-moi de prolonger un tout petit instant. Ceux qui ne sont pas encore retraités, mais qui n'entreront pas dans le cadre de la réforme, c'est-à-dire ceux qui sont nés à partir de la date aujourd'hui de 63, qui pourraient être bougés s'il y a une transition qui est un peu plus large, ne seront pas concernés non plus, ne seront pas impactés. C'est important de le dire, parce que tout le monde s'inquiète sur des sujets qui ne valent pas peut-être la peine de s'inquiéter. Un autre sujet d'inquiétude, ce sont les conjointes d'agriculteurs qui ont souvent tout autant travaillé dans l'exploitation tout au long de leur vie, mais qui ont encore moins de pension de retraite. Est-ce qu'il faut leur créer un statut et pour qu'elles aient davantage de droits à la retraite? Nous sommes en train d'y travailler. La semaine dernière, avec Jean-Paul Delevoye, nous étions avec tous les responsables des syndicats agricoles spécialistes de la fiscalité et du social pour en parler. Nous savons que c'est un vrai sujet. Nous travaillons beaucoup avec la MSA. La discussion n'est pas terminée. Je peux pas vous répondre. Ça pourrait faire partie de la réforme des retraites, ce statut de conjoint, la réforme des retraites, c'est qu'il y ait pour l'ensemble de nos concitoyens, qu'ils soient agriculteurs ou pas, mais ce qui m'importe plus que d'autres encore, c'est les agriculteurs. C'est la responsabilité que j'ai aujourd'hui, de faire en sorte que demain, ce soit plus équitable pour eux. Quand on travaille quasiment 7 jours sur 7 toute sa vie, que l'on touche 500 ou 600 euros de retraite par an, c'est absolument pas normal. Avec la réforme des retraites, le régime universel, ce ne sera plus le cas, ce sera 1 000 euros par mois. Vous avez dit ce soir là que le statut des conjoints fait partie de la discussion de la réforme des retraites. Brigitte. Il y a la pénibilité qui devrait être prise en compte dans ce nouveau système de retraite. Est-ce qu'elle concerne les agriculteurs et si oui, comment, à quel niveau? Alors là, pareil, cette émission se passe à un moment où les discussions ne sont pas terminées, les arbitrages ne sont pas faits. Est-ce que l'agriculture est un métier pénible? Mais bien sûr que l'agriculture est un métier pénible, mais évidemment.
Évidemment, quand on travaille 7 jours sur 7, quand on va traire ces animaux ou quand on travaille dans les champs, bien sûr que c'est un métier. Donc on pourrait imaginer c'est un métier pénible. Donc nous voulons regarder l'ensemble de ces dispositifs pour faire en sorte que cette réforme soit favorable à celles et ceux qui ont un métier pénible. Donc la pénibilité pourrait être retenue pour les agriculteurs. La pénibilité peut être retenue dans la réforme des retraites. Pour les agriculteurs. Elle peut l'être. Une question politique plus large. Selon que la réforme des retraites passe ou pas, est-ce que c'est l'avenir du quinquennat qui se joue? Est-ce que vous jouez gros avec cette réforme, une réforme essentielle? Non, mais c'est l'avenir de notre société qui est en jeu là. Je ne veux pas employer de grands mots. Enfin, si cette réforme ne passe pas, ce régime n'étant pas équilibré aujourd'hui, on dit que c'est entre 10 et 12 milliards d'euros par an. Ben, comment faisons-nous pour avancer? Donc c'est pas l'avenir du quinquennat qui se joue, c'est l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Donc il faut faire la réforme financière et la réforme systémique ensemble. Donc il faut faire les deux réformes en même temps. Il faut que ce régime soit équilibré et il faut que ce régime soit, en gros, gagnant-gagnant. Alors, on va parler maintenant des dossiers agricoles parce que demain, il y a un rendez-vous entre la FNSEA et le Premier ministre, Brigitte. Et vous aussi, Didier Guillaume, vous rencontrez donc la FNSEA. Il y aura 2 thèmes à l'ordre du jour, si j'ai bien compris, agribashing et revenus des agriculteurs. Est-ce que vous avez des annonces qui sont prévues à la sortie? Non, mais moi, je discute tous les jours, j'allais dire, avec les agriculteurs. Il y a 2 sujets. Le premier sujet, il est aujourd'hui très important, au moins aussi important que tous les autres. C'est ce qu'on appelle l'agribashing, le dénigrement permanent. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à accepter par un certain nombre de nos concitoyens, pas par tous, une infime minorité, mais sans cesse de critiquer les agriculteurs, dire que ce sont des pollueurs, dire que ce sont des empoisonneurs. Ce n'est pas vrai quand on sait que notre agriculture est une des plus durables du monde et quand on sait que l'alimentation qui est issue de cette agriculture, elle est saine, elle est sûre, elle est durable, elle est tracée. Et donc moi je veux sans cesse être le bouclier. J'aime l'agriculture. Non, mais c'est très important. Oui, mais je vais vous dire, non mais c'est très important. Parce que, à force de contribuer à cela, on contribue à faire en sorte que demain, il n'y ait plus d'alimentation et d'agriculture française. Les citoyens, citoyens. Non, quand vous dites les auteurs de l'agribashing, c'est qui? Ce sont des citoyens, ce sont des associations, ce sont certaines ONG qui passent leur temps à cibler l'agriculture française. Ce sont surtout des citoyens. Et sur le deuxième sujet... L214, par exemple, ça en fait partie? Non, L214 fait partie des lanceurs d'alerte. Donc les lanceurs d'alerte, c'est bien notre démocratie. Mais moi, ce que je condamne fermement, c'est quand on rentre dans un outil de travail, comme ça s'est passé dans le département de la Drôme, quand on brûle des bâtiments. Ça, c'est inacceptable. Le deuxième sujet, effectivement, c'est le revenu des agriculteurs. Oui. Il y avait de très grandes attentes envers le gouvernement après les États généraux de l'alimentation, la loi agriculture et alimentation, qui avait promis aux agriculteurs d'être justement rémunérés. Est-ce que vous reconnaissez l'échec du gouvernement sur ce point et qu'est-ce que vous allez changer? Non, je ne reconnais pas du tout l'échec du gouvernement parce que ce que vous dites, je reconnais. Mais ils sont encore dans la rue et ils disent toujours qu'ils n'ont pas assez. Ils sont encore dans la rue. Ils sont restés un jour dans la rue. Le thème principal, c'était halte à l'agribashing et donnez-nous du revenu. Nous y travaillons dans la loi Egalim. J'ai rencontré tous les syndicats agricoles ces dernières semaines et particulièrement la FNSEA et l'IGA la semaine dernière à l'issue de la manifestation. Je vous explique très rapidement. Cette loi a été créée après ce qu'on a appelé les États généraux de l'alimentation, 15 mois de discussion, et ces conclusions ont été prises en fonction de la quasi-unanimité de ce qui a été dit dans les EGA, c'était dans les États généraux de l'alimentation. C'était quoi? Il faut une meilleure répartition de la valeur dans ce qu'on appelle les négociations commerciales qui commencent du 1er décembre au 28 février. Mais ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas forcément parce que c'est les premiers. Qu'est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer d'ores et déjà? Monsieur, ça ne marche pas parce que ça démarre là. Oui, mais est-ce qu'il y a des choses à améliorer déjà? Ça ne marche pas parce que ça démarre là. Mais est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Parce que les agriculteurs, eux, sont payés là aussi. Ça ne marche pas. Il y a une commission de suivi du Sénat qui a déjà dit que ça ne fonctionnait pas. Mais non, mais que le compte n'y était pas, que les agriculteurs ne s'y retrouvaient pas. C'est moi qui ai dit que le compte n'y était pas. Simplement, cette loi a été promulguée il y a un an. Les ordonnances ont été prises au printemps et ça ne pouvait pas marcher de ces années zéro. C'est là où nous allons nous apercevoir ce qu'il en est ou pas. Dans cette loi, l'objectif, c'était que la répartition de la valeur se fasse le mieux possible. Ce n'est pas acceptable aujourd'hui qu'un agriculteur vende un produit moins cher que ce que ça lui coûte. Mais la loi est bonne, il ne faut pas changer la loi. Pour l'instant, la loi est une loi équilibrée qui permettra, espérons-le, dans les négociations commerciales, vous savez, ça dure 3 mois par an, les négociations commerciales, c'est du 1er décembre au 28 février. Et c'est là où 450 000 agriculteurs passent devant 17 000 entreprises agroalimentaires, mais surtout 4 centrales d'achat. Et ce sont ces 4 centrales d'achat
qui règne en maître sur le sujet. Et des conséquences sur l'ensemble Ça, c'est un vrai problème. Sur l'ensemble de la chaîne, lorsque l'on voit par exemple que la grande distribution, selon l'UFC, Que Choisir a eu un chèque en blanc de 1,6 milliard d'euros, et de l'autre côté, vous avez des PME qui trinquent à cause de cette loi agriculture et alimentation. Le foie gras, le champagne par exemple, qui se portent mal parce qu'ils ne peuvent plus faire de promotion. C'était des instruments essentiels pour eux. Il y a quand même des vrais problèmes que ça a pu poser. Mais franchement, le champagne et le foie gras se portent pas mal du tout. Excusez-moi, regardez vos fiches. Hein. Aujourd'hui, c'est pas les filières qui se portent le plus mal. La seule chose qui a été demandée, la seule chose ça m'étonnerait que des entreprises de foie gras ou de champagne mettent la clé sous la porte, mais ça serait regrettable et je ferai tout pour que ce ne soit pas le cas. Qu'est-ce qu'il a été décidé dans les états généraux de l'alimentation, notamment par la profession agricole? C'est que l'on arrête les promotions dans les grandes surfaces qui disent un produit vendu, un produit acheté, un produit offert, un produit gratuit. Ce n'est pas possible. Ou alors ça veut dire que quelqu'un se rince sur le dos des agriculteurs. Donc nous avons pris des ordonnances pour limiter les promotions en volume et en valeur, et notamment on peut faire 2 plus 1, mais pas 1 pour 1. C'est un peu technique, voilà. Ce qui a été décidé, c'est que pour les fêtes de fin d'année, il n'y avait plus de promotion à moins 50, moins 60, moins 70%. Donc là, vous allez voir si ça a réussi. C'est une demande de la profession. Et là, vous allez voir s'il y a des résultats. On va voir ce qu'il en est. D'accord. Brigitte, sur l'agribashing, oui, vous y on revenez. parlait du malaise entre les Français et les agriculteurs. Finalement, comment vous allez faire pour redorer l'image des éleveurs, des agriculteurs? Moi, je crois que aujourd'hui, c'est en expliquant, c'est en communiquant positivement de leur part, de la part des professionnels, de la part des producteurs. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est pas un handicap pour les émissions de gaz à effet de serre. C'est pas un handicap pour le réchauffement climatique. Ça peut être une des solutions. Vous savez, les forêts, c'est un capteur de carbone extraordinaire. Les prairies permanentes, l'élevage, quand c'est un élevage dehors avec sur herbe, c'est un captage de carbone également. Donc il faut positiver cela. Comment ? C'est des campagnes de promotion? Ah oui, mais vous savez, en ce moment, dans les journaux, il y a des campagnes de promotion qui sont faites par l'interprofession de la viande, qui indique Interbev, qui dit la viande, mangez-en moins peut-être, mais mangez-en mieux et regardez les signes de qualité. Donc ça passe par ça, c'est de la com, quoi. Non, c'est pas de la com, c'est de l'information. Je pense que beaucoup de nos concitoyens pensent qu'aujourd'hui, lorsqu'ils vont prendre un produit, ils mangent mal. C'est pour ça que je lance une grosse opération sur l'étiquetage, parce que je pense que le citoyen, le consommateur, lorsqu'il pousse son caddie dans la grande surface, il doit le savoir ce qu'il achète. Pour l'origine. Ce sera quoi l'étiquette? On est en train de la mettre en place. Je veux qu'il sache. Ce sera l'origine géographique. Ah, bien sûr. D'accord. L'origine de la matière première. Lorsqu'il est un plat cuisiné, lorsqu'il achète un poulet, il faut savoir d'où ça vient. Il y a déjà eu ça dans le passé. Mais je ne sais pas, mais enfin aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et moi, ce que je veux, c'est du patriotisme agricole, du patriotisme économique. C'est-à-dire que lorsque je vais acheter, je préfère acheter français qu'acheter étranger. C'est mieux pour notre agriculture. Maintenant du glyphosate avec. Oui, effectivement. Emmanuel Macron a semblé dire que le 1er janvier 2021, pour arrêter le glyphosate, ça pouvait être compliqué, peut-être pas faisable. Est-ce que vous tenez à cette date du 1er janvier 2021 et où y a-t-il un nouveau calendrier? Et puis, avec des changements selon les cultures peut-être aussi. Non, mais ce n'est pas le problème du glyphosate en tant que tel, c'est le problème de tous les produits phytopharmaceutiques. Moi, ce que je souhaite comme ministre, c'est que nous arrivions à quitter la dépendance à tous les produits phytopharmaceutiques. 2021 sur le calendrier. Mais je vais vous répondre, vous savez, il faut faire attention à ce qu'on envoie à la hache comme ça, parce que c'est entendu par les citoyens aussi, si je peux me permettre. Donc, quitter tous les produits phytopharmaceutiques le plus vite possible, notamment moins 50% en 2025, voilà ce que c'est notre objectif. Parce qu'il n'y a pas que le glyphosate, il y en a d'autres. Mais restons sur le glyphosate. Deuxièmement, sur 2021. Oui, mais je réponds à cette question. Sur 2021, le président de la République a été très, très clair, et moi je suis totalement dans cette ligne. On quitte la dépendance au glyphosate en fin 2021. Pour toutes les filières où il y a une alternative. Là où il n'y a pas d'alternative, ça ne sera pas... ça fait quel pourcentage? Je ne peux pas vous dire, j'espère que ça sera ça, mais on ne peut pas le dire. Vous savez, tout cela, ce n'est pas mathématique. Je vais vous prendre un exemple. L'agriculture de conservation. L'agriculture de conservation, tout le monde en parle. C'est la nouvelle agriculture où on n'a plus de labour, où tout se fait naturellement. Pour que ça fonctionne, il faut quand même utiliser un petit peu de glyphosate. Sans glyphosate, pas d'agriculture de conservation. Est-ce qu'on va l'interdire si c'est très petit ?
pour Ça voudrait dire qu'on pourrait laisser une tolérance s'il y a une toute petite dose. Il y a forcément certains endroits, par exemple dans la viticulture, dans les vignes qui sont en pente, etc. Il n'y a pas de possibilité, peut-être. Ben, on verra bien. Par Parce contre, qu'on moi, avait évoqué à un moment le chiffre de 90% des cas. Est-ce que vous confirmez ça à peu près? Je ne peux pas confirmer le chiffre, mais que ce soit le plus possible. Mais moi, ce qui m'importe surtout, c'est que les agriculteurs ont tous compris, sont tous lancés dans cette transition agroécologique. Et cela, c'est vraiment quelque chose de très important. Et ça avance. Vous pensez qu'ils seront prêts en 2021? Oui, la plupart seront prêts en 2021. Bon. À fin 2021. L'INRA, notre Institut national de recherche agronomique, travaille beaucoup. Les instituts, il faut des alternatives aux produits chimiques. Il faut trouver des alternatives. Il y a un autre produit qui est pointé du doigt. Je vais regarder ma fiche parce que je ne le connaissais pas il y a une heure non plus. C'est le chlorpyrifos méthyle, Brigitte. Oui, qui serait un insecticide très toxique pour les fœtus et les jeunes enfants. C'est Le Monde qui a enquêté et qui nous dit ça ce soir. Est-ce que vous vous engagez à interdire le renouvellement de ce produit? Alors d'abord, c'est ce que sous-entend l'article. Il y a deux choses, c'est très technique. Hein, le chloropyrifos. La France a émis un avis négatif, nous sommes très opposés. Mais je rappelle, ce n'est pas la France qui décide, c'est l'Union européenne. Bien sûr. Et pour le méthyle, nous attendons encore d'avoir quelques renseignements supplémentaires, pareil, des instituts, de l'EFSA, de tous les organismes, mais vraisemblablement, la France émettra un avis très négatif. Vous savez, notre rôle, et mon rôle, c'est aussi de protéger la santé des... Mais si au niveau européen, il est toujours autorisé, qu'est-ce qui se passe? S'il est autorisé, il est autorisé. Et la France sera obligée d'appliquer? Non, on ne sera pas obligé. Parce que ce sera comme le glyphosate. Comme le glyphosate. Mais moi, je suis opposé à tout. Le combat comme pour le glyphosate. Oui, je suis opposé à tous les produits qui peuvent mettre en danger la santé de nos concitoyens. Nous travaillons pour le principe de précaution. Nous travaillons pour la meilleure santé de nos concitoyens. Donc, sur le premier, nous sommes défavorables, nous l'avons déjà dit à l'Union européenne. Et sur le deuxième, il est vraisemblable que nous le serons. Mais si je veux être objectif, la décision n'est pas prise puisque nous attendons les dernières études qui sont faites dans les jours qui viennent, je pense. D'accord, ça va être rapide donc les décisions. Très très rapide. De toute façon, l'Union européenne va pas, si j'ai bien compris, va pas prendre une décision avant la fin de l'année, je crois. Oui. Il y a un autre insecticide qui est le chlordécone que vous connaissez sûrement. Il y a un rapport parlementaire qui est sorti et qui met. Donc c'est pour lutter contre le charançon, c'est ça, dans les bananes aux Antilles. Il y a un rapport parlementaire qui pointe finalement un scandale d'État, une très forte responsabilité de l'État. Comment vous allez réparer? Est-ce qu'il y aura une commission de suivi? Est-ce que vous savez à combien ça peut coûter? Le chlordécone est utilisé depuis une trentaine d'années, notamment aux Antilles, par des entreprises qui ont été faites par des entreprises françaises. Le président de la République, Emmanuel Macron, était le premier président de la République à reconnaître la responsabilité de la France d'avoir continué cette utilisation. Aujourd'hui, les choses sont ce qu'elles sont. Il y a une commission d'enquête, j'ai été auditionné, comme Mme Buzyn, comme Mme Vidal, comme Mme Girardin. Eh bien, nous allons tirer les conclusions de la commission d'enquête qui vient de nous être rendue. Il y a des réparations qui sont envisageables, réparations financières, sous-entendu préjudice. C'est ce que demande la commission d'enquête. Il faut regarder l'ensemble de la situation. Mais c'est pas exclu. C'est pas exclu, mais vous savez, c'est compliqué de répondre à cela, puisque la commission d'enquête, c'est un rapport parlementaire qui vient de nous être rendu. Il faut que le gouvernement réagisse et puis dise ce qu'il va faire. Oui, des dépôts de carburant sont bloqués, font craindre une pénurie dans les stations-service pour protester contre la suppression du GNR. Ça concerne aussi les tracteurs, les engins agricoles. Gazole non routier. Le gazole non routier, le GNR. Qui bénéficie d'avantages fiscaux. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une contagion pour les agriculteurs? Non mais... Aujourd'hui, on est dans une situation nationale où c'est tendu. C'est tendu parce qu'il y a des revendications sociales, il y a des revendications catégorielles, il y a des revendications sectorielles. Le gazole non routier, l'agriculture n'est pas concernée puisqu'il est totalement détaxé. Il n'y a pas une taxe sur le gazole non routier. Après, les entreprises de travaux payent le gazole non routier. Le gazole non routier est taxé. Et je peux pas regarder dans une boule de cristal ce qui va se passer. J'espère simplement que dans la concertation qui est menée par le gouvernement, par les ministres concernés, notamment du ministère de la Transition écologique et solidaire, on arrivera à trouver une solution de santé. Vous savez, il peut y avoir une exception pour les travaux agricoles. Parfois, on critique, on regrette, on dit regarde ce pouvoir, il est jupitérien, tout est décidé à l'Élysée, il n'y a pas de discussion, on ne nous écoute pas. Et puis quand on est en concertation, en négociation, sur les retraites, sur tous les sujets, on dit mais qu'est-ce que vous fichez? C'est la France, c'est pour ça qu'on l'aime, la France. Une dernière question de Brigitte, vous allez voir, ça va ramener à la France. Sur le Dry January, la consommation d'alcool au mois de janvier, les associations regrettent que le gouvernement finalement ne communique pas sur ce Dry January. Est-ce qu'il faut y voir le poids des lobbies?
Je ne sais pas ce qu'est un lobby. Je sais pas, non. Je sais pas. Si les viticulteurs de France, on les traite de lobby, je trouve ça absolument scandaleux. Ce sont des agriculteurs. Le dry January, comme vous dites, dans un... Le mois sans alcool. Le mois sans alcool. Moi, j'y suis très opposé à titre personnel. Tout ça, c'est de la com. Alors, tout à l'heure, tout ça, c'est de la com. Ça ne veut absolument rien dire. Moi, je prône la modération toute l'année plutôt que la prohibition pendant un mois. Je suis opposé à la prohibition. Donc, moi, je suis opposé au mois de janvier sans alcool. Par contre, je me suis déjà suffisamment exprimé souvent pour dire que c'est mieux la modération, c'est mieux lutter contre les addictions, c'est mieux de faire en sorte que les jeunes boivent moins, fassent pas de bench drinking, pour employer un autre mot de patois français, etc. C'est tout cela. Merci Brigitte, merci Tam. Et évidemment, à lundi prochain, une question par Figaro Live. Pourquoi ne pas réserver dans nos grandes surfaces des rayons, une zone qui serait gérée directement par les agriculteurs, où les prix seraient enfin équitables? Alors, dans nos grandes surfaces, j'en sais rien, ça me semble sûrement... La question de... Christian. C'est une question essentielle, parce que ce que je constate de plus en plus, c'est qu'il y a dans nos villes des magasins de producteurs. Les chambres d'agriculture font des choses remarquables. Je vais faire une publicité. Je suis allé inaugurer à Nîmes la maison des agriculteurs. C'est piloté par la chambre d'agriculture et par des associations. C'est un magasin, une grande surface, uniquement de produits agricoles, de légumes, de fruits. Mais pourquoi pas dans les grandes surfaces et ça marche très très bien. Pourquoi pas dans les grandes surfaces? Je ne sais pas juridiquement comment les choses peuvent se faire. Mais vous souhaiteriez, ça serait une bonne idée. Il y a de plus en plus... Ah mais moi je souhaite tout ce qui pourra permettre de faire de la vente directe pour les agriculteurs dans nos villes. Mais il n'y a pas que la vente directe, il faut aussi qu'il y ait des grandes surfaces sont là, etc. Mais vous savez, dans les grandes surfaces, il y a beaucoup d'efforts qui est fait pour l'agriculteur du coin, pour l'une d'elles, etc. Ça avance tout cela, je crois. On va accueillir maintenant les parlementaires qui veulent débattre avec vous de plusieurs questions. Nos parlementaires qui arrivent sur ce plateau, Martial Bourquin, sénateur PS du Doubs, bonsoir. Bonsoir. Et Richard Ramos, député MoDem du Loiret, bonsoir. Bonsoir. On était sur les retraites. On va y rester avec Martial Bourquin pour commencer sur les retraites. Le remboursement de la dette sociale. C'est là-dessus que vous voulez aller. Et le fait qu'il n'y a pas forcément urgence, dites-vous. Je pense vraiment qu'il y a un matraquage pour dire qu'il est urgent de faire ce projet de retraite. J'essaie de me renseigner sur cette question. D'abord, il faut le dire qu'en 2070, la France consacrera 3,3% du PIB en moins sur les retraites qu'en 2016. C'est-à-dire le pic en 2025. C'est là qu'est le pic. La deuxième chose, c'est que Lionel Jospin a mis en place un fonds de réserve des retraites en 2018. Il est de 32 milliards d'euros aujourd'hui. 32 milliards qui sont là, justement pour le système de retraite. Les régimes complémentaires ont des réserves. 116 milliards de réserves pour les régimes complémentaires. On vient de parler de 150 milliards. Donc la question... ici disponible. Mais attendez, on va beaucoup plus loin parce que la sécurité sociale est à l'équilibre bientôt. Elle l'aurait été cette année s'il n'y avait pas eu des dépenses indues qui lui avaient été imposées et qui sont contraires à la loi Veil. La CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la sécurité sociale qui sera complètement à l'équilibre, à partir de 2024, 24 milliards d'euros seront disponibles. Donc votre question? Eh bien, écoutez, pourquoi il y a tant de précipitations? Je pense que ce système à points existe déjà en Suède, 4 années de suite où le gouvernement vient de décider la baisse du point et la baisse des retraites. Donc, ça s'est fait, nous, il y a très peu de temps, avec par la CSG. Je pense que c'est un système inique. Donc la question, c'est pourquoi cette précipitation? Pourquoi cette précipitation? Et surtout... On laisse surtout mais vous allez y revenir. Mais d'abord, voilà. Cette question. Mais il n'y a aucune précipitation, aucune, puisque ça a bien été annoncé par le Premier ministre. Il n'y aura pas de transition brutale dans ce régime de retraite. Le fonds de retraite est de 32 milliards. Chaque année, le régime de retraite, en gros, fait 17 milliards de déficit. En gros, en 2 ans, le fonds de retraite, il est mort. Ouais. Donc moi, la différence peut-être de Martial Bourquin, je ne veux pas que mes enfants vivent à crédit. Je veux qu'ils puissent avoir un régime de retraite qui soit équilibré. Donc moi, je ne veux pas partir dans ce qui va se passer en 2080, 2000, je ne sais pas quoi. Où en sommes-nous aujourd'hui? Le président de la République avait annoncé dans sa campagne, avant qu'il soit président, et a annoncé qu'on ferait ce système. Ce système, il va être plus juste, il va être plus équitable.
Moi, je vois que Martial Bourquin et d'autres vont vraisemblablement manifester jeudi, aux côtés de tout le monde, du Front National, etc., peu importe. Mais en tout cas, contre cette manifestation. Mais c'est contre cette réforme. Mais c'est manifesté contre le fait, par exemple, nous en parlions tout l'instant, que les agriculteurs et une retraite qui sera digne de ce nom, alors qu'ils ne l'ont pas. Non, mais attends, je termine. Alors qu'ils ne l'ont pas aujourd'hui. Ça veut dire que demain, les femmes qui ont des carrières hachées, qui aujourd'hui, et moi j'ai soutenu le quinquennat précédent, et j'ai aucun problème là-dessus, mais enfin, on n'a pas réglé cette question. Nous allons le régler. Aujourd'hui, les femmes touchent 42% de moins de revenus que aujourd'hui que demain. Une inquiétude sur le point. Je vous dis moi pourquoi. Je vous dis pourquoi il faut le faire. On le fait pas précipitamment, c'est pas demain. Non. Mais je vous dis simplement que c'est pour régler ce genre de... Oui, mais c'est important. Et donc sur le point, les négociations ne sont pas terminées encore avec les organisations syndicales. Nous pensons que ça pourrait être une revoyure tous les 5 ans et que si ça doit être les syndicats qui ont leur mot à dire là-dedans, moi j'ai pas de sujet. Mais il faut pas prendre le système qui se passe je sais pas où dans le nord de l'Europe, en Suède. Nous on veut mettre en place un système français. Alors simplement ce que je voudrais dire en quelques mots, si le point est de l'autorité de l'État, inévitablement l'État, quel qu'il soit, aura tendance à taper dans les retraites, comme ça s'est fait il y a 1 an et demi. Rendez-vous compte ce qui s'est passé avec l'augmentation de la CSG. Sur laquelle nous sommes revenus d'ailleurs. En partie, pas complètement. Oui, mais ceux qui gagnent beaucoup de retraites, ceux qui ont beaucoup d'argent peuvent contribuer à la solidarité. Et donc, ce que l'on peut faire, c'est prendre le temps. Parce que avoir un régime universel, d'accord, mais avec le régime là aujourd'hui, pour les femmes qui ont vraiment des inégalités épouvantables, pour les agriculteurs, aujourd'hui, avec la CADES, qui va s'arrêter en 2024. Il y aurait des marges de manœuvre pour le faire. On a calculé pour les enseignants. Le SNES vient de sortir une étude. Mais le SNES n'a pas de proposition sur les enseignants. Le SNES vient de sortir une étude en disant simplement une projection. Avec ceux qui arriveront en 2025, les professeurs, ils pourraient perdre avec le système au point. Parce qu'il n'y a pas les primes dedans. Jusqu'à 900 €. Non, mais là-dessus, c'est très important. On va terminer là-dessus, parce qu'on va parler d'agriculture. Non, mais c'est très important ce que dit Martial Bourquin, parce qu'il dit le SNES dit que les enseignants perdraient 800 €. Oui, c'est vrai. Avec un économiste, oui, mais avec un économiste. C'est vrai que le SNES dit que les enseignants perdront 800 €. Ben moi, je dis que c'est un mensonge. Parce que pourquoi? Mais je vais vous répondre très tranquillement. Et après, on passe à Parce que, pour l'instant, le gouvernement n'a pas encore annoncé ce qu'il ferait pour les enseignants. Qu'est-ce qui se passe pour les enseignants? Aujourd'hui, les enseignants ne sont pas très bien payés, donc ils ont plus de congés que d'autres, mais ils ont leur retraite sur les 6 derniers mois. Évidemment, si nous appliquions... Et les primes ne sont pas comprises. Les primes ne sont pas comprises. Les plus mal payés d'Europe. Oui, d'accord. On y a tous contribué. Mais donc, évidemment, si le système rentrait comme cela, les enseignants perdraient. Mais c'est pas ça qui va se passer. Il n'y a pas la volonté du gouvernement que les enseignants financière. Vous avez dit quelque chose financière. Vous avez dit éventuellement une clause de revoyure tous les 5 ans pour le point. Oui, pour le point. Mais entre qui et qui? Entre les organisations syndicales et le gouvernement, évidemment. Ce serait l'arbitrage entre ces gens-là. On ne peut pas reprocher que tout tombe d'en haut, puis quand on discute avec les syndicats, très bien. Non, mais je vous demandais comment ça allait se faire. Bien, on a le ministre de l'Agriculture en face de nous, on va parler maintenant d'agriculture, d'écologie, etc. Et Richard Ramos a des questions précises à vous poser, en particulier le camembert au lait cru. Oui, c'est précis. Alors, d'abord, tout simplement parce que moi, comme le ministre d'ailleurs, qui à titre personnel répond aux députés, je crois que c'est l'un des meilleurs sur le sujet. Donc ça, c'est une grande force. L'agriculture, ce n'est pas qu'un produit. L'agriculture, c'est quand pousse quelque chose, c'est une civilisation. Et on a des produits phares comme ça. Et donc, le camembert au lait cru, je ne suis pas député normand, est quelque chose qui parle aux Français. Et aujourd'hui, on est en débat et je disais, est-ce que le ministre de l'Agriculture sera le fossoyeur du goût français? C'est ça ma question. Je l'aime bien, mais je ne voudrais pas qu'on l'oblige. Eh bien, est-ce que le ministre va faire en sorte qu'on ait le droit de mettre du lait pasteurisé dans l'AOP camembert de Normandie. Voilà. C'est-à-dire que derrière, on nous racontera plein de choses, plein de filières, plein d'agriculteurs. Quand on mange un camembert avec une appellation qui est publique, qui est l'AOP, on mange l'excellence française. Sans lait pasteurisé. Sans lait pasteurisé. Donc, parce que si on met du lait pasteurisé,
On n'a plus le goût du terroir. Le lait cru, c'est un morceau de France. Bon, alors on laisse répondre le Et donc, ministre. est-ce que ce ministre que j'apprécie va devenir le fossoyeur du goût français sur le camembert? Est-ce que vous allez prendre un décret pour interdire les laits pasteurisés dans le camembert En principe, ce qu'on me reproche, c'est pas d'être le fossoyeur de la viticulture ou de l'alimentation, c'est plutôt l'inverse. Mais Oui, enfin, mais là, en bon, l'occurrence, après tout, est-ce qu'on non, fait mais une question sur ce sujet très important, Alors, moi la j'ai un réponse. souvenir ému d'un mardi après-midi aux questions d'actualité au gouvernement, où M. Ramos avait offert 577 camemberts bien faits à tous les députés. Et l'Assemblée nationale, tout le monde s'en rappelle encore. Oui, mais c'est pas la question. Non, mais je vais vous répondre pourquoi. Parce que il défend ce sujet et je Alors le sais. justement, est-ce que vous allez prendre un décret, par exemple, pour interdire les laits pasteurisés? Aujourd'hui, nous savons qu'il y a eu un vrai débat au niveau normand sur le camembert, l'appellation camembert de Normandie. Il se trouve, et pour revenir très sérieux, Bah oui. qu'il y a eu des enfants qui ont eu des difficultés de santé par rapport au lait cru. Hystéria. Voilà. Et nous sommes obligés de tenir compte du principe de précaution, parce que moi, je suis pour tout, mais à un moment, quand même, lorsqu'il y a un enfant qui décède ou un enfant qui est malade, les parents, ils disent pas c'était bien, on défend le goût français, on est là. Donc ça veut dire Donc, tout simplement, c'est que aujourd'hui, l'ANSES, l'autorité indépendante de sécurité sanitaire des aliments, demande à ce qu'on ne fasse pas consommer de lait cru aux enfants de moins de 5 ans. Donc ça veut dire quoi? Voilà. Ben, ça veut dire que pour les enfants de moins... Monsieur Non, le mais ministre, je- c'est pas la question. Non, mais je préfère le dire. Non, mais Je- c'est pas la question. Non, mais je préfère... Vous aimez le rugby, mais vous bottez en touche. Non, pas du tout, je préfère Alors, le c'est dire. Mais non, mais attendez, non, mais je- non, excusez-moi, c'est pas la question. Le lait cru, on ne demande pas l'interdiction du lait cru. On dit simplement C'est que pas dans. ce que j'ai dit. Je veux pas interdire. Je dis on simplement demande. pour Non, les mais enfants de la, moins de la 5. réponse n'a rien à voir avec la question. Mais c'est Ma vrai, question, d'accord. c'est sur l'AOP camembert de Normandie. Est-ce que vous allez faire en sorte, vous, ministre de l'Agriculture, qu'on puisse mettre du lait pasteurisé dans une appellation qui est aujourd'hui au lait Mais cru? Voilà, ça c'est pas- la question précise. Oui, mais moi je réponds sur l'ensemble. Je suis désolé, j'ai une non, mais non, responsabilité. mais c'est pas- mais ça n'a rien à voir mais avec le lait cru. Donc je finis sur le lait cru pour les enfants de moins de 5 ans, parce qu'il y a Oui. un énorme débat. Comme il y a un énorme débat. Non, mais d'accord, qui avec, dit qu'on mange- J'étais moi-même cet après-midi aux assises du lait cru. Bon, avec les d'accord. scientifiques, Donc, avec allez, le CNAOL. on laisse Bon, on répondre. sait très bien qu'aujourd'hui il y a une division sur ce sujet. Ah non, mais alors là, Mais c'est un autre débat, on peut le faire, mais c'est un autre débat. Non, mais je parle du camembert. Ah. là. Je reviens sur le camembert, qui a une énorme division sur le sujet, Oui. et que pour l'instant, nous sommes en train de discuter sur tous ces sujets. Oui, mais Moi, je n'ai pas c'est-à-dire, d'opposition. pour l'instant, c'est Mais pas attendez, sûr que le camembert au mais lait c'est cru pas soit tout 100% blanc, lait c'est cru. pas tout blanc, tout noir les choses dans Mais la votre vie. avis à on vous discute, mais moi je n'ai pas d'avis autre que l'avis de mon ministère. Et pour l'instant, c'est pas encore tranché. Non. Et Bon, il bien, le- bien, bien. Il le sait très bien. Il le sait en très sachant- J'ai bien. un allié, d'ailleurs. En sachant quand même qu'on pourrait dire la même chose pour le comté, pour le Mont d'Or. Bien, alors, vous allez parler par et- contre du bœuf. Non, vous allez parler de l'accord d'importation de bœuf américain qui a été signé ces derniers jours dans l'Union européenne, parce que ça, c'est un sujet qui vous intéresse aussi et qui intéresse le ministre de l'Agriculture. Moi, je pense que tous ces accords internationaux ont vécu, que ce soit le CETA, que là, on est en train de remettre en place le TAFTA. Quand vous allez acheter un steak, il vaut mieux l'acheter vers nos agriculteurs, qui ont beaucoup de difficultés à les vendre, souvent, plutôt que de l'acheter qu'il ait un bilan carbone catastrophique. Vous voyez, par exemple, sur le lait cru, les fromages au lait cru, on abordait tout à l'heure, on écoutait la question des pesticides, du glyphosate. On va faire du zèle sur le lait cru, et à côté de cela, on ne abordera pas les vraies questions concernant l'agriculture. Moi, je le dis à Didier Guillaume, le Sénat a voté contre le budget agriculture, avec une chose essentielle en ce qui nous concerne. Nous, on a besoin d'une révolution dans l'agriculture. Les Français aiment les agriculteurs. C'est-à-dire, quelle révolution? Et celle de l'agroagriculture, celle du bio, parce que les Français, moi je vais dans un magasin, je fais les courses, souvent, et quand je vois bio Espagne, bio Belgique, ça me fait mal au cœur. Donc, la et j'ai question- envie votre que ce soit question est- créé et que ça soit fabriqué, que ce soit produit par Oui, mais nos là, agriculteurs. il y a deux choses. Alors, Il et y a le deux passage choses, au oui. bio n'est pas assez. Le passage au bio. Et en plus, ensuite, une fois qu'on est au bio, le fait qu'il y ait une pérennité de ces subventions, on aurait dû augmenter considérablement Mais tout ça. aujourd'hui, On aurait dû augmenter dans le projet de considérablement. loi de finances de l'année dernière, il y a un plan ambition bio qui était doté de 1,1 milliard Oui. 100 millions. Ça n'a jamais été fait dans les 20 ans qui viennent de C'est s'écouler. assez? Non mais, C'est non, mais ça n'a jamais été fait. Oui, mais est-ce que c'est Aujourd'hui, nous sommes à 10% d'agriculteurs en bio
dans l'agriculture française. Nous sommes à 7,5% de la surface agricole utile. L'objectif de la loi que nous avons fixé, ah mais c'est pas assez, d'accord, mais enfin, l'objectif que nous avons fixé, c'est 15%. Donc les conversions en bio, elles se font. Mais je veux revenir sur les accords internationaux. Je partage l'avis de Martial Bourquin. Les accords internationaux, ils ont vécu. Ils ont vécu parce que des décisions qui sont prises par l'Union européenne, et je suis très à l'aise, je suis pro-européen, qui sont prises par l'Union européenne, imposées aux États, c'est assez compliqué. C'est pour ça que je pense qu'on n'en verra pas d'autres. C'est pour ça que le Mercosur a été mis de côté, qu'il ne sera jamais remis à l'ordre du jour. Mais il existe des accords internationaux que le gouvernement précédent a préparés, celui d'avant, et celui-ci, et notamment par rapport au CETA, qui n'est pas encore ratifié par la France. Non, mais il est appliqué à 90%. Et à 100%, puisque c'est ça l'histoire, c'est que... Le Sénat votera contre. Oui, vraisemblablement. Le CETA est appliqué depuis 2 ans, mais il n'a pas encore été ratifié par la France. C'est ça la subsidiarité européenne. Bon, donc quel est le sujet? C'est tout simplement parce qu'on a besoin de faire quand même du commerce avec les pays qui sont des pays qui ont quasiment les mêmes standards que les nôtres. Aujourd'hui, si nous voulons exporter des produits français, mais nous ne voulons pas en importer, ça n'a aucun sens. On est dans une économie ouverte. Et je pense, moi, que par rapport au CETA, l'accord avec le Canada, il n'y a aucun risque sur l'agriculture. Pas en importation de bœuf, c'est 60 tonnes pour l'instant de bœuf importés. Nous venons d'en exporter 300 tonnes en Chine. Bon, il y a une quarantaine de produits phytosanitaires qui ne sont pas autorisés chez nous. Non, parce qu'il y a des laboratoires qui surveillent. Non, ça c'est pas vrai. Par contre, il y a un sujet sur lequel nous travaillons avec le Canada, c'est par rapport aux farines animales. Ça, c'est un vrai sujet. Pas de farines animales de ruminants, il n'y a pas de sujet. Alors, ça c'est interdit en France. Mais ce que nous disons, nous, c'est que tout ce qui est importé en Europe et en France doit être importé au niveau du standard et de la France et de l'Europe. vous n'avez pas cette garantie? Ah si, pour le CETA, nous l'avons, parce qu'il y a des contrôles qui sont faits et il y a des choses qui ne peuvent Richard pas Ramos, faire. On ne peut pas faire un reproche au ministre qui est face à nous sur l'agroécologie. Je veux dire, s'il y a un ministre qui se bat pour l'agroécologie, c'est lui. Et donc, je trouve que, parce qu'il nous bassine tout le temps avec ça, ce ministre. Vous êtes dans la même majorité. Donc, oui, mais quand j'ai quelque chose à dire, je le dis sans aucun problème. Et c'est un ministre qui se bat sur l'agroécologie, sur la transformation de la montée en gamme. Donc là-dessus, mais si, et il le fait parfaitement. Par contre, je pense que oui, ce que vous avez dit sur la ratification européenne des accords avec les Américains sur la viande de bœuf est une connerie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes standards que nous et l'Europe vient de le ratifier. Richard Ramos, je rappelle que par rapport aux États-Unis, la France, il se trouve que c'était moi qui étais à Bruxelles ce jour-là, a voté contre la ratification, la poursuite de l'accord avec les États-Unis. La France est opposée, mais c'est englobé dans l'Europe. Richard Ramos, vous travaillez, vous, et aujourd'hui, d'ailleurs, on a les sanctions sur le vin. Nos viticulteurs, je veux quand même le dire, parce que nos viticulteurs souffrent, parce que les Américains nous plantent sur le vin. Vous vous rendez compte, monsieur Letellier, qu'au moment où on se fait taxer nos produits agricoles, on remet en place le TAFTA d'une certaine façon. C'est pas vrai. Mais si, il y a une volonté de l'Europe de le faire. C'est un mensonge. Ah mais si. Non, mais Martial, si, tu ne peux pas dire ça, mais Martial. Si, la France est opposée. Oui, mais d'accord. La France a voté contre. Alors après, on peut dire c'est l'Europe qui ne fonctionne pas. Alors, la France est opposée à cela. C'est clair, net et précis. Après, il faudra des clauses de sauvegarde pour ne pas appliquer. Le président de la République a dit qu'il faudra des clauses de sauvegarde. Il n'y a aucun problème. Alors voilà, vous avez il y aura des clauses de sauvegarde, c'est clair. Des clauses de sauvegarde, c'est clair. Richard Ramos, vous défendez demain un amendement contre le sel nitrité. Ou plus précisément, vous allez préciser ça et poser la question au ministre. Je l'avais déjà défendu dans le cadre du budget sur la sécurité sociale. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale du santé nous dit qu'il y a des risques avérés. Axel Kahn, aujourd'hui sur la Ligue contre le cancer, une pétition aujourd'hui qui est déjà à 200 000 exemplaires, disent on a un risque pour la santé publique du sel nitrité dans la charcuterie, notamment dans le jambon. Alors, je précise, c'est un procédé qui permet de rosir les lardons, alors, les rillettes. Ça permet 2-3 choses. Alors, les rillettes, il n'y en a quasiment pas. C'est sur le jambon blanc, pour faire simple. Bien. Ça permet 2 choses. 1, c'est d'avoir la couleur rose. Et 2, c'est-à-dire ça permet, avec 1 kilo de viande, d'en fabriquer quasiment 2. C'est-à-dire vous rajoutez du sel nitrité, un petit peu de poudre de perlimpinpin phosphate, et vous mettez de l'eau, et Richard Virenque, c'est un petit joueur. Le poudre de perlimpinpin, ça me rappelle quelqu'un d'autre. Mais voilà. Votre amendement, donc, demain, je défends l'idée que quand il y a du sel nitrité dans un produit alimentaire, puisqu'on a aussi le ministre de l'Alimentation, comme il y a un risque avéré, on puisse tout simplement dire il y a du sel nitrité dedans. Sur l'étiquette. Sur l'étiquette. Et pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est la guerre, et je dis bien c'est la guerre, entre le fric et le goût. C'est-à-dire que pourquoi on met du sel nitrité ? Parce que dans un bon pays où on fait du jambon de Bayonne,
c'est qu'on sèche un jambon en 3 mois au lieu de le sécher en 9 mois. Bien. Et Bayonne, dans son appellation aujourd'hui, va retirer le sel Donc, nitrité. Richard Ramos, vous demandez au ministre de l'Agriculture Un s'il est peu de soutien. d'accord Oui, pour mais soutenir cet amendement. Non, l'amendement, je ne suis pas sûr qu'il soit soutenu, mais par contre... Pourquoi les- Non, attendez, j'ai- soyons clairs. ben, Donc vous ne j'ai- soutiendrez pas l'amendement, Non, mais le attendez. gouvernement ne soutiendra pas. Nous parlons de rationalité. Nous parlons de la science. Bon, voilà. Non, mais quel L'EFSA- amendement, mais mais je vais vous dire... Vous ne soutenez pas le Mais amendement attendez, de Richard Ramos. attendez, mais c'est quand même incroyable. je Enfin, pose la question. non, oui, mais vous posez la question, mais on Je peut fais pas... la question. Mais vous avez raison. Mais on peut vous pas, avez on raison. peut pas répondre comme cela. c'est simple, est-ce que vous Agnès avez raison ou pas la ministre de la Santé dit que l'autorité européenne, l'EFSA de la santé, dit qu'il n'y a pas de risque en dessous d'un certain 50 grammes de charcuterie par jour, on a 18 fois plus de chances d'avoir un cancer colorectal. Mais ça, Et, ça- et madame mais non, mais madame la ministre de la Santé se trompait dans... Madame dans- la ministre de la Alors, Santé, je pense non, que elle se trompait dans s'occupe bien l'hémicycle. pour la santé. Non, Donc, bien, de alors, façon- on laisse le ministre répondre. de façon Donc, vous ne soutiendrez pas rationnelle. l'amendement de Richard Ramos. La teneur maximale en nitrite à 120 mg par kilo contre 150 aujourd'hui. C'est ça l'orientation dans laquelle on va. Une baisse, pour disons. une baisse. Après, moi, je ne connais pas cet amendement qui va être présenté Bah, demain. c'est l'étiquetage pour dire ça, il y a du Oui, sel moi, je nitrité. suis favorable. Pourquoi Mais ne pas écoutez, être je pour suis favorable au Nutri-Score. Je suis favorable à l'étiquetage. Je peux pas Mais vous le dire mieux. Nutri-Score n'a rien à Non. voir, mais attendez, je suis favorable attendez, à ça n'a rien- l'ensemble. ça fait 20 ans que je suis avec Serge Edvert sur le sujet, ça n'a rien à voir avec le sel nitrité, le Nutri-Score. Je suis favorable à tout ce qui va permettre, c'est pas la peine de s'exciter, Eh à non, tout ce mais qui je va ne suis permettre pas, monsieur le d'informer, ministre. non mais à tout ce qui va permettre d'informer le consommateur, êtes Eh bien d'accord alors, d'informer eh bien alors, le client. eh bien pourquoi on ne lui dirait parce pas que qu'il je y ne a du sais pas de sel quoi dedans il s'agit là ce C'est soir mettre dans une cette étiquette émission. en mettant Sur les- contient du sel nitrité. Juste. Ben, je ne peux pas vous répondre maintenant, nous allons regarder ce que nous ferons demain. Je ne sais pas qui va répondre c'est à cette moi. Mais question. pour l'instant, le gouvernement ne soutient pas spécialement cet amendement. c'est Pas ce que vous spécialement. dites. Bien. C'est dommage parce que la question Nous verrons de... bien. En quelque sorte, on vit une période où il y a besoin d'une montée en gamme de notre agriculture, de notre industrie agroalimentaire. Et je défendais les amendements ce matin en séance sur ces questions. Nous avons des PME, des TPE, on a des ETI qui fonctionnent, qui ont fonctionné avec un certain modèle et qui ont besoin de changer profondément. Il faut que le gouvernement les aide. Ce matin, on était sur les pôles de compétitivité. On visitait avec Alain Châtillon le pôle de compétitivité de Toulouse, de l'agroalimentaire. Il nous disait, si vous voulez qu'on emmène nos PME, TPE à cette montée en gamme dans l'alimentation, pour que justement, on puisse avoir de vrais produits. Parce que c'est pas... Écoutez, sur ces questions-là, il faut tenir tête à l'Europe. Est-ce que vous savez que toutes les régies d'eau en Allemagne sont toutes publiques ? Et que quand ils ont adhéré à États-Unis l'Europe, aussi, hein. oui, mais quand ils ont adhéré à l'Europe, on dit on ne discute pas ça chez nous. Bon, alors, Eh votre ben question, nous, d'abord. la question que je posais, c'est que c'est au ministre, sur, pas à Richard oui, Ramos, non, oui. non, mais sur les produits vrais, au lait cru, sur les nitrites, il faut savoir à un moment donné se faire respecter en Europe en disant Alors. c'est des choses sur lesquelles on ne négocie Bien. pas. Est-ce que la France a du mal à se faire respecter Mais en Europe la France n'a aucun mal à se faire respecter en Europe, je ne le crois pas. La France, le problème de l'Europe, c'est que si nous étions tout seuls, on s'entendrait bien. Et Non. encore, peut-être on s'engueulerait. La preuve, on le voit ce soir. Mais on est 27, enfin 28 et demain 27. Et je rappelle à tous nos amis qu'il faut des majorités qualifiées. Donc nous nous battons tous les jours. Tous les jours. Nous faisons en France le pacte productif pour justement permettre aux PME de l'agroalimentaire, qui sont formidables, de pouvoir Bien. demain mieux embaucher, Richard de Ramos, pouvoir mieux exporter. Vous voulez vous poser une question précise sur le bien manger. Sur le bien manger, je Rapide. vais simplement dire qu'aujourd'hui, on aura un enjeu demain, c'est l'information consommateur. Des C'est-à-dire enfants, qu'aujourd'hui, il faut qu'on le sache ce soir pour ceux qui nous écoutent, les applications vont dépasser les marques. C'est-à-dire que l'ensemble des achats qui va se faire en France vont non plus se faire sur le choix d'une marque, mais d'une application. Et je dis au ministre, parce que je l'apprécie, même si on peut de temps Oui, en bah, temps posez votre chépouiller, question. c'est simple. Aujourd'hui, on a Yuka, il y a 10 millions de Français qui l'ont téléchargé. Je l'ai. Demain, c'est une application qui est privée, qui sera vendue à d'autres. Nous avons un outil qui s'appelle 60 millions de consommateurs. Et c'est à 64 millions de consommateurs de mettre tous les acteurs autour de la table pour créer un outil consommateur public. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on travaille dans ce sens-là? Moi, je suis prêt
à ce que l'on travaille pour que nos concitoyens aient les meilleures informations possibles. Donc, y compris sur ce qu'ils l'application vont. publique, Mais par pourquoi exemple. pas? Pourquoi Avec pas? le ministère de l'Agriculture. Mais bien sûr. Bien. Mais tous les jours, aujourd'hui, on parle de Yuka, mais Yuka est déjà dépassé dépassé. Il y a plein d'autres applications qui sont en place Sur aujourd'hui. Ferme Donc, France, mais bien sûr. Donc, la grande aujourd'hui, distribution, l'ANIA. est-ce que c'est le ministère de l'Agriculture? Est-ce que c'est l'ANIA, l'association des industries? public, bien. Voilà. Est-ce que c'est les chambres d'agriculture? C'est tout cela autour de la table. Mais autour de quand vous, je monsieur le lance, ministre. quand je lance l'étiquetage pour tous les produits, quand je veux une meilleure information, moi je n'oublie pas que je suis ministre de l'alimentation. Oui, oui, que l'alimentation. Non, mais c'est l'enjeu de demain, sûr, l'alimentation. bien sûr. C'est l'enjeu de demain. Bien. Et on ne peut plus faire n'importe quoi. Mais je veux dire à nouveau là ce soir, parce que je voudrais pas Oui. qu'on se quitte en disant Mais on se ça quitte va pas, mal. c'est pas fini. Non, mais ça va mal en France au niveau de l'alimentation. Les entreprises agroalimentaires que nous avons en France sont de toute première qualité et font des produits de grande Bien. qualité. Richard quand même. Ramos, Martial Bourquin, merci d'être venu sur le plateau d'audition Merci publique. à vous. Et maintenant, c'est Yves Merci. Tréhard qui va faire son entrée. Bonsoir Yves. Bonsoir Francis. Alors, il y a quoi au menu? Eh bien justement, bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Vous nous avez donné faim. Il est bientôt 20h d'ailleurs. Et j'ai failli arriver avec un camembert et quelques substantifiques aliments à vous donner. Je vous écoutais, la conversation était assez conviviale avec vos pairs, PAIRS. Et je me disais, il y en a un que vous tutoyez, l'autre vous êtes assez proche de lui. Modem, vous êtes de la majorité présidentielle, il est de la majorité présidentielle comme vous. Vous êtes encore au Parti Socialiste? Ah non. Vous avez déchiré votre carte? Je ne l'ai pas déchirée, je ne l'ai pas reprise en 2017. Et vous êtes à la REM? Non. Ah non, bon je ne suis adhérent à aucune organisation politique. J'ai arrêté d'être au Parti Socialiste au moment de la présidentielle, Ouais. quand j'ai considéré que le résultat de la primaire ne correspondait pas à ce que je voulais. Et je voulais dépasser depuis un moment les partis. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé totalement derrière la candidature d'Emmanuel Macron, D'accord. que j'ai soutenu dès le premier tour, Alors. pour lequel j'ai voté. J'ai été dans sa majorité et je me retrouve Il y a la aujourd'hui mère des réformes membre qui du s'approche. gouvernement. La mère des réformes qui s'approche. Il y a une manifestation, il y a des manifestations dans toute la France jeudi. Et le Rassemblement national va défiler à côté de votre ancien parti, le Parti socialiste. Ça doit vous faire mal, ça, non? Bon, ça fait drôle. Ça fait drôle. C'est la première fois, je crois, dans l'histoire que ces deux organisations politiques défilent dans une manifestation. Je ne veux pas faire d'amalgame. Je trouve que c'est Oui. dommage que ça se passe comme ça. Je trouve surtout que c'est dommage que le Parti socialiste défile contre une réforme dont on n'a pas encore la teneur et globalement, qui est une réforme qui est très progressiste. Ben non, Parce on que- n'a pas la teneur, vous ne savez pas. Mais non, mais Vous me dites que vous n'avez pas non, mais la teneur. je suis désolé de vous dire que Vous êtes... C'est quand même non, assez... mais je suis désolé de vous dire C'est que- compliqué de vous suivre hein, à au force, gouvernement. à quand même, force là-dessus. de faire du cynisme et Ouais. de vouloir jouer au rythme des réseaux sociaux, on perd les Français. Et moi, je ne veux pas perdre les Français. J'ai le souvenir de ce qui s'est passé il y a 1 an sur les ronds-points. J'ai le souvenir que la France enracinée s'est retrouvée dans la rue parce qu'elle a l'impression de ne pas être entendue. Or, aujourd'hui, nous sommes encore en discussion. Ce que nous voulons, je l'ai dit sur les retraites, le Premier ministre arbitrera dans quelques... Vous dans condamnez quelques- les socialistes dans qui vont quelques- défiler? Non, je ne condamne pas les socialistes qui vont défiler. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Je regrette qu'ils le fassent, mais ça, D'accord. c'est plus Alors, mon problème. Pourquoi vous dites- Parce que cette réforme, c'est une réforme de justice sociale. C'est une réforme On l'a de compris. justice économique. On l'a compris. Eh ben, ça devrait Vous le aller à tous les répétez, mais ça progressistes. n'a pas l'air de porter. 70% des Français Madame, sont favorables. Vous à parliez ça. des Gilets une jaunes. réforme. Madame Siben Ndiaye, qui est la porte-parole du gouvernement, disait que justement cette réforme était la réponse au mouvement des Gilets jaunes. En quoi c'est la réponse au mouvement des Gilets jaunes? C'est une des réponses. Une des réponses. Le président de la République a déjà répondu. Mais en quoi En mettant, je vais vous répondre, a déjà répondu en mettant la baisse des impôts sur le revenu, en supprimant la taxe d'habitation, en mais elle parlait augmentant de la mais réforme cette en augmentant réforme des la prime. retraites. Oui, mais Pourquoi la attendez, réforme des retraites vous me posez une question, je vous réponds. Mais pourquoi Eh la ben, moi, réforme des bah non, retraites vous m'avez pas répondu. Je vous dis simplement, si je vous réponds, mais moi Ouais. j'ai fait des réponses un peu longues et j'essaie de les expliquer. Ouais. Je vous dis simplement que cette année, avec la première réponse aux Gilets jaunes du président de la République, pour les Français, c'est 700 € de pouvoir d'achat en plus. Non, mais- C'est moins 350 € de baisse d'impôts et c'est moins C'est peut-être un peu 350. ambigu, mais C'est pourquoi moins. la réforme Je vais des retraites répondre. C'est moins 350 D'accord. €. Mais là, vous Non, mais- occupez le terrain. Non. Les Ben, retraites. excusez-moi de vous dire, je n'occupe pas le terrain, c'est ça la réalité. D'accord. Parce qu'on ne répond pas en saucissonnant. Les retraites, c'est une des réponses parce que, par exemple, pour les femmes qui étaient beaucoup sur les ronds-points, Ouais. beaucoup, Ouais. beaucoup, Ouais, ouais. et qui touchent quasiment à la moitié moins de retraite que les hommes. Les mères de Ah, famille vont en faire les frais d'ailleurs. Hein, et- le non, Figaro pas l'a du tout. révélé. Pas du, mais Non. je ne sais pas ce que révèle le Figaro, parce que la retraite n'est pas encore arbitrée. Mais les femmes qui aujourd'hui touchaient quasiment à la moitié que les hommes D'accord. toucheront la même chose.
on sent quand même qu'il y a quelques éléments de langage qui ont été lancés par le président de la République. Et vous dites davantage d'égalité. Ceux qui sont visés dans les discours aujourd'hui de l'exécutif, c'est les régimes spéciaux. C'est donc RATP, les agents des services publics notamment. Vous êtes d'accord avec ça? Là, il y a une injustice. Oui. Ce sont les privilégiés. Non, ce ne sont pas des privilégiés. Ce n'est pas une réforme stigmatisante. Ce n'est pas une réforme pour montrer du doigt les uns et les autres. Ce n'est pas une réforme contre les enseignants, contre la RATP, contre je ne sais trop quoi. Mais aujourd'hui, il faut passer de 42 systèmes de retraite à un seul régime universel. C'est ça l'objectif. Mais les régimes spéciaux sont quand même particulièrement visés parce qu'ils sont spéciaux, justement. C'est l'ensemble. Les enseignants, c'est pas un régime spécial. Il y a d'autres catégories où ce ne sont pas des régimes spéciaux. Par contre, il faut qu'un point cotisé ait la même valeur pour tout le monde. Qui est-ce qui va fixer le point? Et c'est ça la valeur l'objectif. du point. Ben, c'est la discussion qui est en train d'être menée. J'ai lu ça dans le Figaro, qu'il y avait des discussions entre les syndicats et l'exécutif et le haut-commissaire. Alors, il y a une réforme des retraites, mais il y a aussi des municipales dans quelques mois. Et ça, vous y intéressez de près. Oui. Alors, comme tout responsable politique. tout de go, je vous pose la question. Vous êtes candidat, on le dit. La rumeur court dans Paris, vous êtes candidat à Biarritz. Vous savez, moi, les rumeurs de Paris, je m'en fiche totalement parce que je ne suis pas parisien. Mais je l'ai entendu à Biarritz aussi. Je suis provincial. Moi, je suis ministre de l'Agriculture. On parle de ça depuis une heure. Ouais. Je m'occupe à 100% des agriculteurs. Deuxièmement, les élections municipales sont un moment important de la vie politique. Et le président de la République, comme le Premier ministre, lorsqu'on est acteur politique, eh ben, on n'est pas un commentateur, nous, acteur politique, il faut s'engager dans les élections municipales. Alors, vous allez vous engager aux municipales ? Il se trouve qu'à Biarritz, aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est qu'il n'y a pas de liste de large rassemblement, qu'il y a des difficultés avec la municipalité sortante, et qu'aujourd'hui, c'est pas modem, avec l'ensemble de la municipalité. Ouais. Vous serez candidat ou pas ? Et qu'aujourd'hui, il y a des citoyens biarros qui sont venus, qui m'ont interpellé, il y a un appel qui a été fait, des gens de La République En Marche, des gens du centre, des gens de droite, qui souhaitent que je sois candidat. Le président de la République, le Premier ministre a demandé de ne pas annoncer sa candidature avant le début du mois de janvier. Donc ça sera au mois de janvier. Je n'annoncerai pas ma candidature. Alors il y a un au début problème du mois de janvier. Vous dites, il y a quand même un maire sortant qui est modem. Et sur la liste de ce maire sortant, il y a un secrétaire d'État qui est M. Jean-Baptiste Lemoyne. Ça, excusez-moi, vous allez perdre vos téléspectateurs parce qu'on est dans la politique. Non, au contraire, ils sont tous on est dans la politique politicienne. Il n'y aura pas deux ministres face à face. Non. Moi, j'ai lu l'article du Monde. Vous pourriez le prendre avec vous, Jean-Baptiste Lemoyne ? J'ai lu l'article du Monde ce week-end qui m'a bien peiné parce que franchement, dans la semaine où on vient de faire un hommage national pour 13 militaires tués, où il y a eu 6 morts avec les inondations, où il va y avoir une semaine difficile. Non, mais voilà. mais on connaît ces discours-là. Vous les connaissez, mais moi je vous dis qu'aujourd'hui, oui, mais les municipales, aujourd'hui, tous ceux qui aujourd'hui sont partis pour les municipales, à mon avis, il va falloir qu'ils tiennent sur la durée. Mais là, vous allez vous heurter, si jamais vous êtes candidat, vous allez vous heurter, je vais dire, au baron local qui est François Bayrou, qui est modem lui-même d'ailleurs. Moi, je suis un homme de rassemblement, je suis un homme d'apaisement, je suis un homme de discussion. Donc pour l'instant, j'ai entendu un certain nombre de gens qui souhaitent vous êtes souhaité. Qui souhaitent que je me présente. Nous verrons bien Mais ça vous intéresse. Ça vous intéresse. Nous verrons bien le moment venu. Si d'aventure vous êtes tête de liste donc pour mener le combat à ces élections, non mais c'est normal. Vous quittez le gouvernement à ce moment-là. Attendez, on n'en est pas encore là. Ah bon ? Nous n'en sommes pas encore là. Donc rendez-vous début janvier. Rendez-vous dans les mois qui viennent pour continuer à travailler sur la Mais vous avez tout à l'heure, il va y avoir deux ministres. Et développer. Non, évidemment. C'est Jean-Baptiste Lemoyne. Voilà. Non, mais attendez, mais moi je rentre même pas là-dedans. Ça n'existe même pas cette discussion. Vous avez eu une phrase tout à l'heure avec mes consoeurs Brigitte Boucher, avec ma consoeur Brigitte Boucher. Vous lui avez dit la réforme des retraites, vous l'avez laissé entendre comme ça. De toute manière, elle ne sera pas complètement finie avant 5, 6 ans, 7 ans. Ça veut dire que c'est déjà acquis, le président de la République sera candidat à sa réélection. Et c'était la plaisanterie, il me dit il faut la durée. Ah non, vous plaisantiez pas, si, je plaisantais. moi je souhaite on n'en est pas là encore, mais moi je souhaite évidemment que le président de la République, le moment venu, fasse valoir son bilan et dise qu'il part pour un deuxième quinquennat, mais ce n'est pas le sujet. Nous parlions des retraites en disant que la retraite, la transition ne peut pas être brutale d'un seul coup, mais ça ne peut pas être pour 50 ans. Dernière question de Yves. D'après vous, ça sera encore un match contre Marine Le Pen ? Malheureusement. C'est acquis, ça. Non, je ne crois pas que ce soit acquis, mais si je regarde les sondages, si je regarde ce que disent les Français... Vous n'êtes plus au Parti Socialiste, la division aujourd'hui, c'est plus entre la droite et la gauche, c'est entre ce que le président de la République appelle les progressistes et les populistes ? Alors ça, j'en suis pas les progressistes, les populistes, mais ça, je suis convaincu que la majorité présidentielle, c'est un bloc progressiste qui travaille dans le en même temps. On est capable, quand un projet est bon, qu'on soit de droite ou de gauche, de se mettre d'accord. Jusqu'à maintenant,
les partis politiques l'empêchaient. Moi, je suis très favorable. Moi, je travaille au gouvernement avec des hommes comme Bruno Le Maire, comme Gérald Darmanin, comme Sébastien Lecornu, qui sont des amis avec lesquels je m'entends bien, sur lesquels nous trouvons des choses positives à faire ensemble pour transformer la société. C'est cela qui est important. Aujourd'hui, on n'est pas candidat à une candidature comme ça. On veut transformer les choses et rassembler. Et donc peut-être jusqu'au municipal. Merci Yves d'être venu Merci à sur vous. Audition publique. C'est la fin de votre audition publique. Didier Guillaume, 1 heure ensemble, où il s'est dit plein de choses. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission sur Figaro Live, sur les comptes Twitter de LCP Public Sénat. Bonne semaine, merci et à lundi prochain, 19h.